Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Depuis plusieurs années, on nous dit que la presse traditionnelle se porte mal, notamment face à l'émergence des réseaux sociaux, de l'information continue, d'une soif systématique de contenu toujours plus sensationnel, toujours plus choquant, de cette multiplication des lanceurs d'alerte, des influenceurs, des communicants, bref, pas facile de suivre ce rythme effréné et de répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante en réalité et surtout de plus en plus politisée. Et cela fait le bonheur des médias alternatifs comme Boulevard Voltaire, L'Incorrect ou encore TV Liberté. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le fondateur des Incorrectibles. Bonjour Éric Morillo. Bonjour Maud. Alors Les Incorrectibles, cette émission est née sur Sud Radio il y a quelques années, puis vous avez fondé votre propre chaîne YouTube en 2018, si je ne me trompe pas, qui cumule aujourd'hui 232 000 abonnés et vos vidéos font toutes au minimum entre 100 000 et 300 000 vues. D'abord, pourquoi Les Incorrectibles ? Pourquoi ce nom ? Alors pourquoi Les Incorrectibles ? Parce que à l'époque j'étais à CNews et je présentais les infos avec la brillante Sonia Mabrouk, et puis après un an de présentation de journaux, eh bien j'avais envie de m'émanciper un petit peu et puis de présenter une émission à moi. Donc j'avais proposé d'abord à CNews cette émission. CNews ne l'a pas acceptée et j'ai donc décidé de lui donner vie ailleurs. Donc j'ai été voir Didier Maisto qui est bien connu de cette maison d'ailleurs et qu'on salue, et qui était pour moi et qui restera à jamais le président emblématique de Sud Radio, grâce auquel Sud Radio a pu remonter. Et donc j'avais été le voir pour lui dire voilà, j'aimerais bien avoir une émission à moi. Et j'aimerais bien que ça s'appelle Les Incorrectibles, parce qu'à l'époque, aujourd'hui on parle beaucoup de politiquement incorrect, mais à l'époque on n'en parlait pas tant que ça. Ce mot aujourd'hui est vraiment rentré dans le vocabulaire commun des journalistes, mais à l'époque on n'en parlait pas beaucoup. C'était en 2018, et donc on a décidé de lancer Les Incorrectibles. C'était en septembre 2018 de mémoire, et c'était tous les dimanches. Donc ça a été un pari parce que, en plus à l'époque, il y avait des émissions politiques, et c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est un petit peu le jour noble dans les radios de consacrer une émission politique hebdomadaire, et donc c'était pour faire un énième grand jury RTL ou un énième grand rendez-vous Europe 1, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc j'avais dit à Didier, fais-moi confiance et donne-moi une liberté totale dans le choix de mes invités, et je pense que tu seras pas déçu. Et donc on a décidé d'inviter des gens qui étaient réputés comme étant un petit peu en marge, on va dire, de la doxa et du politiquement correct. Donc, d'où le nom Les Incorrectibles. Voilà, un petit clin d'œil au film aussi que j'adorais. Et c'est une bonne justification. Ça a duré combien de temps sur Sud Radio ? Alors, ça a duré 3 ans avant que je sois viré. Ah, vous êtes viré, d'accord. Oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, au moment où Didier Maisto est parti. Exactement. Ça a été un hasard, évidemment, sûrement. Didier Maisto est parti quelques temps après, donc c'est Patrick Roger, l'animateur actuel de la matinale, qui a repris ce qui était en soi d'ailleurs assez exceptionnel, parce qu'à ma connaissance, je connais pas un seul média dont le directeur général est le présentateur d'une des émissions emblématiques et de la matinale. Donc ce monsieur a eu la bonne idée de me zapper, de zapper l'émission qu'il faisait avec l'émission d'André Berkoff, les plus grosses audiences de Sud Radio, puisqu'on détenait au moment où j'en suis parti 12 des plus grosses audiences sur 15 en replay de la station. Donc on s'est quitté. Vous avez été envoyé on s'est quitté justement. C'est assez intéressant de relever ça, parce que avec Didier Maisto en président, j'avais une liberté totale dans le choix de mes invités. Et puis du jour au lendemain, il fallait que je rapporte et que je fasse valider tous mes invités par la direction, et notamment donc par Patrick Roger. Et puis Patrick Roger, c'est dommage pour lui, mais il est un peu plus frileux que l'était Didier Maisto. Et puis du jour au lendemain, il y avait des tas de contraintes avec l'Arcom, avec justement, c'est un sujet qui est hautement d'actualité en ce moment avec CNews, avec le temps imparti aux différents partis politiques. Et donc du jour au lendemain, j'avais des tas de contraintes à respecter. La chaîne YouTube aussi était soi-disant menacée à chaque fois que je parlais. Bon, ce qui est assez amusant, c'est que juste après, je suis que sur YouTube. Et vous n'avez jamais eu de problème d'ailleurs sur YouTube à cause de vos... Non, paradoxalement, on n'a pas eu trop de problèmes du côté de YouTube. C'est plutôt moi qu'en cause à d'autres. Voilà. D'accord. Alors on comprend assez rapidement, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous invitez des personnalités qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. On s'aperçoit finalement qu'il y a une vraie demande de création de la création de cette émission. C'est aussi une façon de faire un bras d'honneur aux médias traditionnels ?
Ah bah oui, clairement. Il y a une démarche clairement... Oui, parce que de la même façon qu'on en parlera peut-être, j'ai rejoint TVL et Bistro Liberté, j'avais envie d'écouter ce que je n'écoutais pas ailleurs. Et de la même façon qu'en télévision, voilà, avec Bistro Liberté, bon, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais j'étais un fan absolu des émissions comme Droit de réponse de Pollack, comme... à l'époque, et bien avant qu'il ne change, et c'était De Chavannes, Ciel Montmardi, c'était Guillaume Durand, Les absents ont toujours tort. Voilà, bon, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir l'évolution idéologique qu'ont connu ces deux animateurs, les derniers dont je parle. Et voilà, et donc il y avait plus d'émissions de ce type, en tout cas d'émissions comme, là je pense plus à Bistro Liberté, où on invite non seulement des personnalités incorrectes, mais on les fait débattre entre elles, quoi. Ouais. Comment vous définissez la ligne éditoriale de votre émission ? Alors, la ligne éditoriale de mon émission, contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de croire, elle est archi large. Moi, je suis évidemment, comme tout le monde, on n'est pas objectif. On a tous des opinions, on est tous parti pris quelque part. Mais bon, l'idée que j'avais, c'était de pouvoir recevoir des gens qu'on ne voyait pas nécessairement beaucoup dans les médias mainstream. Et puis, j'ai un triptyque, je répète ça un petit peu à l'envi. Il faut que la personnalité soit déjà un petit peu connue quand même, puisque bon, malheureusement, j'ai pas la notoriété d'un Thinkerview, ou en tout cas un nombre d'abonnés suffisant encore pour pouvoir complètement faire émerger des inconnus. Donc un petit peu de notoriété, un petit peu d'actualité, puis surtout de la notoriété un petit peu dans le domaine du politiquement incorrect. Voilà. Ouais. Donc la ligne éditoriale, c'est que ça. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des gens qui sont amusés à comptabiliser un petit peu sur l'échiquier politique qui je recevais. Et évidemment, ça balance plutôt du côté droit de la ligne, ligne droite au hasard. Et donc, ça s'explique aussi parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est assez d'ailleurs, je trouve, étonnant, le politiquement correct aujourd'hui, il est plutôt du côté droit de l'échiquier politique. Voilà. Les gens qui sont à gauche sont devenus des maîtres à penser. Voilà. Et donc, c'est assez curieux d'ailleurs cette évolution. Donc, je reçois beaucoup plus de personnalités qui sont étiquetées plutôt à droite, mais j'ai reçu quand même à plusieurs reprises Juan Branco, Bégodeau, enfin voilà, je reçois des gens qui sont aussi plutôt du côté extrême de la gauche que du centre. Voilà. Cette espèce de marginalisation, forcément, parce que votre ligne éditoriale est politiquement incorrecte, est-ce que ça vous empêche d'avoir des partenariats avec d'autres médias de droite, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque peut-être de cohésion entre médias de droite, dits souverainistes, etc. ou pas ? Ou vous en fichez parce que c'est votre chemin? Non, moi je m'en fichais pas tout à fait au début parce que j'étais dû un peu batailler pour d'abord continuer d'exister. Hein. Moi j'ai été, je vous le disais, remercié par Sud Radio. Il se trouve que j'avais eu la bonne idée de déposer la marque et donc j'ai pu l'emmener avec la notoriété qu'on avait de 3 ans en arrière sur Sud Radio, et donc c'est évident que ça m'a en effet aidé. Après, ce qui est clair, c'est que trouver un modèle économique pour faire vivre une chaîne YouTube, ce qui est un petit média en soi, de toute façon aujourd'hui tous les médias sont sur YouTube, donc c'est assez amusant parce que leurs chaînes YouTube deviennent presque des médias à part entière. En l'occurrence, je pense à Sud Radio qui pour moi est d'abord la chaîne YouTube d'André Berkoff avant d'être la radio qui fait même pas un point médiamétrie en France. Voilà. Mais donc j'ai voulu évidemment donner vie à cette chaîne YouTube, et au début c'était pas gagné parce que je l'ai financé d'abord moi-même. Après il se trouve que j'ai cherché à avoir des partenaires. Alors c'est moins des partenaires éditoriaux parce que j'ai en effet j'avais approché quelques médias et quelques canards, on va dire, pour être partenaire, et puis finalement ça s'est pas fait, mais j'en avais pas tellement besoin au final avec le recul. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de trouver du financement, et là j'ai eu la rencontre qui m'a permis de lancer cette chaîne. C'était Jason Miller qui était l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, donc c'est rien moins quand même qu'un des plus proches conseillers de Donald Trump, d'ailleurs qu'il a encore rejoint pour 2024, et voilà, et il lançait un concurrent de Twitter qui avait pas encore été racheté par Elon Musk, et donc qui s'appelait Getter, et il cherchait si vous voulez lancer en Europe à se faire connaître, voilà. Et il s'est dit plutôt que de parrainer une émission, ce qui était un petit peu compréhensible pour lui, il voulait parrainer quelque chose qui soit vraiment politiquement incorrect, et il s'était dit plutôt que de parrainer une émission sur des médias mainstream, je vais aller plutôt sur des médias alternatifs, et donc j'ai eu une belle rencontre avec lui. Il m'a permis pendant 8 mois de lancer, vraiment de faire éclore les incorrectibles, et puis après quelques mois, Elon Musk a racheté Twitter qui est devenu X, Getter du coup qui était le concurrent de Twitter où il ne devait pas y avoir de censure avait moins
je pense, de raison d'être. Donc du coup, ils ont arrêté leur partenariat et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à nouveau le bec dans l'eau. Mais c'est là que toutes les bonnes choses arrivent. Malgré tout est un mal pour un bien, puisque là, c'est incroyable. J'avais même pas de partenaire et puis j'ai décidé de faire du crowdfunding, enfin en tout cas de faire appel aux auditeurs, plutôt aux gens qui me regardaient. Et là, une nouvelle rencontre heureuse s'est passée. J'ai rencontré un Canadien qui s'appelle Edward Breuer, qui est américano d'ailleurs canadien, et qui était en train de monter une concurrente, enfin on va dire une plateforme qui se voulait concurrente à la fois de YouTube et d'une plateforme très connue aux États-Unis qui s'appelle Patreon, et qui permet de financer des YouTubeurs, un petit peu comme Tipeee le fait en France, mais Tipeee n'est que la copie française de ce gros mastodonte qui est Patreon là-bas. Et il s'était dit, plutôt que d'avoir d'un côté un site où je donne de l'argent pour les youtubeurs que j'aime bien et de l'autre côté les youtubeurs que j'aime bien, je vais réunir ça sur une même plateforme. Ça s'appelle Player, PLAYEUR.com, et c'est devenu mon partenaire, on va dire, qui me permet de trouver le modèle économique. Et donc aujourd'hui j'ai beaucoup d'abonnés, en effet, qui sont des souscripteurs qui, moyennant une petite somme, me permettent de donner vie et de continuer à donner vie aux incorrectibles. Éric Moyon, on vous qualifie parfois de complotiste. C'est devenu un mot valise dans lequel on range à peu près tout ce qui sort du champ politiquement correct. Vous définissez comment ? Si on ne me définissait que complotiste, ce serait vraiment un cadeau. Mais non, j'avais même été brocardé dans un article, on en parlera peut-être, de fact-checker qui me décrivait à travers tous les adjectifs de l'arc-en-ciel, ça allait d'extrémiste, de complotiste, de tous les mots qui se terminent en "iste". Donc honnêtement, je m'en contrefous. Je vais pas vous mentir, au début ça m'énervait un petit peu. Là, je viens de voir la une de 20 minutes aujourd'hui qui s'intitule, je crois, faut-il sauver, comment sauver les complotistes. On est des gens maintenant, pour certains. Parce que moi, je me revendique évidemment sur certains sujets complotistes, mais être complotiste, c'est de suggérer qu'il puisse y avoir des complots qui ont toujours existé. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'on croit en permanence que la Terre est plate. Ça, c'est absolument une caricature qu'on essaye de nous faire. Mais c'est comme le terme extrême droite. Ça vraiment. André Berkoff réagit généralement à ça en disant c'est l'art de se poser des questions, être complotiste finalement. Exactement. C'est simplement interroger. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ouais. Vous entendez bien avec André Berkoff. Vous avez gardé de bonnes relations, non seulement c'est un ami, mais je dirais même que que c'est mon maître. Je m'inscris complètement dans sa lignée et j'espère être à la hauteur du maître. Voilà. Mais en tout cas, oui, non, vous avez raison de le souligner. Vraiment, André est quelqu'un avec qui j'espère d'ailleurs je ferai des choses. Mais dans le genre très libre et presque insaisissable, André Berkoff est resté à Sud Radio. Lui aussi, il a des invités parfois qu'on pourrait juger vraiment politiquement incorrects. Il y est toujours. Ouais, mais vous êtes aimable de me comparer à André Berkoff. André Berkoff, avec tout le respect que je me dois, je suis quand même pas au niveau d'André. André, il a une carrière exceptionnelle derrière lui. Il a une notoriété quand même très importante. Et puis, c'est un monument à Sud Radio. D'ailleurs, je pense que le jour où il sera plus à Sud Radio... je crains que les quelques auditeurs de Sud Radio qui restent ne restent pas longtemps. Vous n'avez jamais été embêté à cause de vos choix d'invités ? On parlait tout à l'heure de la chaîne YouTube qui n'a visiblement jamais été vraiment striké, comme on dit dans le... Alors, je vous dis pas tout. Je vous dis pas qu'on n'a pas eu quelques petits soucis. Non, on a plus eu des soucis de la part des invités puisque, je vais pas faire du droit, encore que en ce moment, c'est un petit peu mon actualité, mais c'est plutôt les invités qui participent à mes émissions qui me génèrent potentiellement parfois des petites escapades du côté du tribunal pour des raisons de procès en diffamation, parce que quand on est, ce qui n'était pas mon cas avant puisque je n'étais que salarié, j'étais dans des médias où je n'avais pas la responsabilité éditoriale du contenu. Là, il se trouve que je suis devenu à la fois journaliste, directeur de la publication, donc co-responsable des propos tenus par mes invités, ce qui d'ailleurs en soi est assez hallucinant parce que on le voit là en direct, on a une petite protection, mais à partir du moment où l'émission reste et demeure dans le marbre gravé de YouTube, on est, nous éditeurs, nous directeurs de la publication, co-responsables donc des propos qui sont tenus dans les émissions qu'on laisse sur nos chaînes YouTube. Donc il se trouve que pour en citer qu'un, par exemple, Martin Hirsch, qui n'avait rien d'autre à faire, quand j'ai reçu Juan Branco, nous a attaqué, a perdu 2 fois, et malgré tout, il continue, mais en plus, il avait
il pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle au titre de d'ancien directeur de la PHP. Donc c'était assez drôle parce qu'il a perdu 2 fois. 2 fois, je lui ai fait payer mes frais d'avocat et puis j'ai reçu un chèque de la PHP. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc c'était évidemment la PHP qui payait ses frais d'avocat. Donc évidemment, quand on engage des procédures avec des frais qui ne sont pas payés par soi, mais par des boîtes pour lesquelles on bosse, et en l'occurrence, elles sont en plus même, à ma connaissance, je crois, publiques, c'est plus simple, quoi. Voilà. Et en ce moment, vous êtes en procès, vous avez des... Oui. Là, c'est moi qui engage un procès. Ouais, j'ai un petit peu inversé la donne. Oui, là, je m'occupe de nos amis fact-checkers. Ah mais oui, justement, on va en parler. Bon, on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Oui, on peut en parler. C'est pas le grand amour apparemment là. Oui, non, là, c'est devenu moins le grand amour, mais enfin, je trouve que moi, c'est plutôt amusant, on va dire. Et puis, je trouve que je suis rejoint par beaucoup de monde dans mon petit combat. Alors, ça, c'est un truc qu'ils savent pas encore, mais on m'envoie tous les jours un nombre incroyable d'informations que je vais devoir vérifier avec ma petite équipe et les gens qui m'entourent. Mais en effet, non, il s'agit de Conspiracy Watch, donc je les cite parce que c'est leur faire de la pub, mais ils en ont besoin parce qu'ils font pas de beaucoup d'audience, donc il faut les aider, ces petits Rudy Rachstad, Tristan Mendes France et David Medioni. Et alors ils sont pas contents parce qu'il se trouve que récemment, voilà, ils m'ont même consacré, vous rendez-vous compte, une émission, puisqu'ils ont une petite chaîne YouTube, et puis ils ont une émission qui s'appelle Les Déconspirateurs, et ils m'ont consacré une partie de cette émission qui en plus d'ailleurs est subventionnée par la DILCRA. Et la DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui est financée par nos deniers, puisque c'est une émanation, enfin ça dépend des services du Premier ministre, et il se trouve qu'ils sont pas contents parce que je leur ai fait supprimer une vingtaine de vidéos. Donc c'est un peu le retour à l'envoyeur parce que c'est un peu les commissaires autoproclamés de la vérité, et donc ils sont pas contents parce que je me suis plaint que des vidéos étaient peut-être problématiques. Alors ils n'arrêtent pas de se répandre partout en disant que j'essaye de les censurer, mais pas du tout, ce serait tellement facile. Ça, c'est pas du tout le cas, puisque même moi, ils peuvent écrire des torchons comme ils l'ont fait il y a quelques temps, et puis j'ai même pas décidé de les poursuivre en diffamation. Mais là, en revanche, ils m'ont piqué des images de mes contenus, donc ils l'ont mis en plus, ils les ont mis, ces images, dans des génériques. Alors ils invoquent, c'est assez drôle parce que ils sont aussi bons en droit que moi je parle chinois, et donc ils invoquent le droit à la courte citation, à l'information, alors que ce sont des images qui sont diffusées dans le cadre de génériques, et tout le monde sait bien sûr que c'est dans les génériques qu'on laisse le plus de temps à l'analyse et aux commentaires, donc c'est absolument risible. Donc j'ai décidé non seulement de signaler toutes les vidéos qui étaient problématiques auprès de YouTube, donc il a décidé de les supprimer. Et puis en plus, j'ai décidé de les assigner en justice, donc ce sera le 30 avril prochain. Ils sont poursuivis. Et puis alors, en plus, ce qui est assez vraiment drôle, c'est que ils disent qu'ils gagnent pas d'argent, et donc je vous le disais, ils sont subventionnés par la DILCRA, et là aussi c'est très opaque parce que il est vraiment très compliqué d'arriver à savoir quelle somme la DILCRA leur alloue pour faire ces petites babioles de vidéos qui sont même pas vues par 5000 personnes, mais bon, qui sur le principe, je vous dis encore une fois, ils sont représentants de quelque chose qui est quand même beaucoup plus puissant, parce que c'est, si vous voulez, les fact-checkers en général qui inondent un petit peu toutes les rédactions mainstream. Donc évidemment, je leur attribue un pouvoir qu'ils ont malgré tout, mais à travers les médias mainstream. Mais c'est plutôt courageux de s'y attaquer, parce que j'imagine que forcément ils ont un soutien énorme derrière. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis en garde en me disant non mais vraiment, je vous jure que non, ils m'impressionnent pas du tout. Je les ai écoutés, puis je veux dire, quand on voit à qui on a affaire dans la façon qu'ils ont de se défendre, vraiment ils me font plus rigoler qu'autre chose, et on va encore rigoler un peu parce que moi j'ai envie vraiment de m'intéresser bien à ce dossier, et c'est un dossier en effet assez explosif. Voilà, donc écoutez, on verra bien, mais je suis très confiant, et puis surtout, je vous le dis encore une fois, c'est très opaque. Ils avaient, en plus, c'est assez drôle parce qu'ils étaient auditionnés l'année dernière pendant le fonds Marianne. Vous savez, il y avait cette audition qui avait donc permis d'en savoir un peu plus sur ces différentes associations qui avaient bénéficié de subventions. Et là, on avait découvert tout d'un coup que Conspiracy Watch était financé à hauteur de 50% par des fonds publics. Donc c'est quand même incroyable qu'on ait eu besoin de cette audition pour découvrir ça. Et non seulement il y a eu, on a appris ça, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'ils auraient pu, il le disait même lui-même, Rudy Reichstadt, devant les sénateurs, il disait qu'il pouvait demander même plus de 50% de subvention, mais qu'il avait décidé de s'arrêter à 50%, parce que ces gentils fact-checkers en plus un petit peu d'éthique et de déontologie quand même, donc au-delà ce serait quand même abusé. Et là, je vous dis, je suis confronté à une inconnue sur la DILCRA, mais je vais arriver
arriver à savoir combien ils touchent dans très peu de temps. Des politiques ont décidé de m'aider. Il y aura peut-être des questions publiques qui vont être posées à Gabriel Attal. Et puis voilà, on va un petit peu en savoir plus, mais c'est vraiment très très opaque. Et en effet, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à en savoir plus, quoi. Vous nous avez donné la date du 30 avril. C'est la première audience. Ce qu'on appelle une audience, je crois, de conciliation, c'est le début de la procédure, quoi. Donc ça va durer longtemps en plus. Donc manque de peau. Il y aurait des audiences publiques, j'imagine. Ah bah oui, non, elles sont publiques. On peut assister. Je pense que je vous tiendrai au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, Éric Morillo, on est obligé d'aborder la question de la liberté d'expression, du pluralisme d'opinion. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que Reporters sans frontières avait fait un recours auprès du Conseil d'État qui a saisi l'Arcom pour contrôler davantage la ligne éditoriale de CNews ? Ouais, j'étais affligé comme tout le monde. Hein. Oui. Après, j'ai sur cette question un avis un peu plus nuancé que la plupart des gens, parce que c'est vrai que là encore, je vous le dis, j'aime beaucoup le droit, et c'est vrai que on oublie un peu trop souvent, il y a beaucoup de gens, c'est facile de s'indigner. Voilà, ma première réaction, je vous le dis, je suis absolument indigné parce que c'est que d'un côté de l'échiquier, et on va pas s'indigner que dans l'émission de Léa Salamé sur France 2, qui est financée intégralement par des fonds publics, voilà, il n'y a pas du tout de contrôle. Ou quand c'est Yann Barthès qui va enfin être auditionné à la demande de députés du Rassemblement National, voilà, et qui pouvait en tout cas se vanter de ne pas recevoir de représentants du Rassemblement National. Donc je trouve ça absolument anormal que ce soit dans un sens. Donc Reporters sans frontières en plus, qui avait été créé par Robert Ménard entre autres. Voilà, c'est un petit peu hallucinant que ce soit cette association qui mène le combat. Et puis en plus, voilà, je vous dis, sur un plan juridique, moi je suis un peu partagé parce qu'il y a quand même des conventions entre les chaînes et l'Arcom, et c'est là où c'est un petit peu plus subtil. Mais en tout cas, il y a un vrai risque, ce que j'ai appris au détour de quelques bruits de couloir par des gens que je connais encore malgré tout dans les médias mainstream, et peut-être même dans d'autres institutions. Je pense qu'il y a vraiment un risque que la convention de CNews soit remise en question en 2025. Puis il y a tous les prédateurs qui sont là autour pour reprendre une chaîne. C'est quelque chose d'important. On l'a vu, la BFM vient d'être revendue enfin. Ça, a priori, il y en avait qu'un qui n'était pas au courant, c'était Marc-Olivier Fogiel. Mais bon, voilà. Donc, je pense que ça va vraiment poser de plus en plus de problèmes à l'approche de la présidentielle et puis peut-être de des élections européennes. Quand vous entendez Sandrine Rousseau déclarer sur Sud Radio justement qu'il faut interdire CNews, ça vous consterne ou ça vous inquiète quand même ? Même si c'est qu'un commentaire. Alors moi, rien ne m'inquiète de manière générale, puisque de manière générale, j'ai un petit trait de caractère, c'est que je n'arrête pas de dire tout est un mal pour un bien, et il y a toujours des pirouettes. Moi, j'anticipe toujours que je puisse être censuré, même par YouTube. Vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Pour l'instant, je suis passé à travers les fourches codines de la censure sur YouTube, mais je prépare toujours la riposte et le coup d'après. Donc si jamais CNews, dans le pire des cas, n'était pas renouvelé en fréquence TNT, il y en a fait quelques personnes qui ont dit qu'il peut y avoir une deuxième vie, et que la deuxième vie sur l'internet, sur les réseaux sociaux, elle peut être même encore plus importante. Enfin, moi, le pari que je fais dans l'avenir, c'est que ce seront ces médias dits alternatifs qui prendront le lead, quoi. Et je pense en effet que dans tous les cas de figure, ce que représente CNews en termes de liberté d'expression ne pourra jamais être vaincu, quoi. Ouais. Éric Morillo, vous êtes un journaliste engagé, on peut le dire ? Je suis devenu, il se trouve que je devais l'être, mais on va dire que je menais j'étais une sorte, je menais ma taquilla, j'étais pas, on va dire, explicitement engagé. C'est compliqué quand même quand on débute dans ce métier, ou qu'en tout cas on est dans les quelques années qui suivent ses débuts dans ce métier. C'est dur de s'affirmer sur une chaîne d'information, que ce soit LCI, encore plus sur les chaînes qu'on connaît, comme LCI, comme BFM, comme dans une relative mesure, malgré tout, comme CNews, parce qu'on fait partie d'un collectif, et dans un collectif, il y a des règles à respecter, puis on demande pas à un présentateur de chaîne info de donner son avis. Mais c'est vrai que, et j'en suis très fier, par la force des choses, le fait d'avoir été dégagé de Sud Radio, ou même un peu avant, j'avais quitté quand même CNews un petit peu brutalement après avoir présenté les journaux pour présenter mon émission. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu étonnés de mon parti pris et de se dire que j'avais comme ça un petit peu de caractère. Donc ça m'amuse au sein même de mes amis. Il y a quelques amis qui me disaient, tiens, on n'imaginait pas que tu pouvais avoir un peu de caractère derrière ton image
de pseudo-gendre idéal. Enfin, je sais pas comment prendre ça, mais voilà, on est propre sur soi, on est en costard, voilà, sur les chaînes info. Donc, vous voyez, j'ai délaissé le costard, je mets des t-shirts, voilà. Vous n'avez jamais songé à transformer les scènes ou faire une Éric Zemmour, à vous lancer autrement, à vous engager autrement? Alors, c'est marrant ce que vous me dites là, parce que ça n'est pas d'actualité du tout, mais je ne veux pas dire non plus qui, mais on me l'a proposé il y a quelques temps, voilà, de peut-être quitter... Pour les européennes? Je ne sais pas vraiment pourquoi ça aurait été, je pense peut-être les européennes, enfin je sais pas, mais j'ai eu l'occasion de parler avec un parti politique, voilà, qui à un moment a essayé de me convaincre de les rejoindre. Mais bon, je suis pas prêt à faire. Je pense qu'il faut pas mélanger. Ouais, puis les vous tenez torchons et les peut-être à votre serpillères. indépendance aussi. Ouais, et puis je pense que là où je suis, je suis plus utile à la cause que je défends, parce que. Dernière chose, le journalisme n'a jamais interdit l'engagement. Ça aussi, c'est un lieu commun. Quand on est présentateur du 20h sur TF1 ou sur France 2, oui, Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix devraient ne pas être engagés, devraient être neutres. Mais quand on est voilà, journaliste, comme l'est par exemple Pascal Praud, on a beau dire ce qu'on veut, on est éditorialiste. Oui, bon, voilà, un journaliste éditorialiste, il est même payé pour justement faire preuve de son caractère et de son opinion. Oui, pour donner son avis quasiment. Vous croyez à la fin des médias traditionnels? Ah oui, complètement. Ouais. Mais ça va demander encore quelques années. Mais oui, on y est déjà. Enfin, je veux dire, quand on voit que Tucker Carlson a quitté Fox News et a décidé de se lancer tout seul avec son média, bon, un petit peu aidé par Elon Musk sur X, et puis que le jour de la primaire des républicains aux États-Unis, il y a un débat sur Fox News qui réunit 20 millions de personnes, là où quelques semaines après, il fait une interview, enfin, il fait le même jour une interview de Donald Trump, et quelques semaines après, l'interview de Donald Trump aura en cumulé généré plus de 250 millions de vues. Donc il n'y a plus photo, quoi. Voilà, les médias mainstream, ils sont en mort clinique, je dirais. Il nous reste très peu de temps avec Morillo. Vous avez des projets, des envies? Déjà, je suis bien occupé entre les incorrectibles chaque semaine, Bistro Liberté, voilà, où on fait vraiment des cartons d'audience à chaque émission. Là, on a fait une belle émission avant-hier consacrée justement à l'élection présidentielle en Russie, puis tout ce qui s'ensuit avec les déclarations absolument surréalistes de Macron. Donc voilà, donc j'ai envie de donner encore plus d'écho à ce que je fais sur TVL, et puis les incorrectibles aussi, et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver prochainement, mais je vous en réserverai la primeur avec plaisir. Merci beaucoup Éric Morillo. Je rappelle que vous êtes journaliste, animateur, fondateur des Incorrectibles, et qu'on peut vous retrouver. Alors les Incorrectibles, c'est tous les dimanches à 18h. Je reçois le général Tauzin, le général Didier Tauzin, ce dimanche, et ça promet une très belle émission, je pense. Magnifique. Et Bistro Liberté tous les 15 jours. Un mercredi sur deux. Un mercredi sur deux, voilà. Exactement, à 21h sur TVL. Super. Merci beaucoup Éric Morillo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Radio Courtoisie. À bientôt.